Donc article dont je devais parler, il y a quelque temps, mais qui, à force de digression et ben, a fini par sauter parce que parce que voilà. Ah, attends, est-ce que ça va? Voilà, la petite chouquette. Bon, elle tourne un peu la tête, mais c'est pas grave. Oui, un article sur, faire du sport pour perdre du poids. Vraiment, je devais en parler il y a un moment, enfin il y a un moment, il y a quelques streams de cela et puis, bah, lancé dans mon élan, on n'a pas eu le temps, voilà donc on va en parler ce soir. Hop, donc voilà, donc faire du sport pour perdre du poids, vraiment. Donc c'est un article de l'INSERM, du canal Détox. Donc là, ils essayent justement de revenir sur certains sujets et essayer de tirer le vrai du faux. Donc je trouve que voilà de faire un article sur voilà sport et perte de poids, c'est intéressant parce qu'il y a des choses à savoir si on se lance dans le sport pour cet objectif, pour vraiment avec cet objectif en tête, quoi. Donc si l'activité physique couplée à un régime alimentaire adapté est certes indiquée lorsque l'on est en surpoids, la relation sport égale perte de poids est plus complexe qu'il n'y paraît. De plus, lorsque l'on se penche sur ce lien, il est un peu réducteur de s'intéresser seulement aux aspects esthétiques. En effet, l'activité physique, ainsi que le monde de très nombreuses études scientifiques, est avant tout bénéfique pour la santé, notamment pour la prévention des maladies chroniques et mentales. On vous en dit plus sur ce premier canal détox de la série JO, voilà, parce qu'ils ont sorti toute une série, enfin, ils font en général des séries en fonction de l'événement du moment. Donc voilà, effectivement, on l'a vu, lors du dernier React, je crois que c'était le dernier, ouais, sur la marche où, bah, effectivement marcher, ça a aussi plein de bonnes conséquences sur le métabolisme, avec, la baisse, de plein de facteurs, type, la glycémie qui est directement liée avec le diabète, qui est une pathologie chronique et qui peut avoir des conséquences graves. Donc là, en faisant de l'activité physique, là, en l'occurrence, c'était la marche, on a vu que ce facteur-là, la glycémie moyenne baissait dans le sang, donc ça, c'était bien. On a vu aussi qu'au niveau du cholestérol, on avait en général une montée du bon cholestérol et donc une baisse du mauvais cholestérol, donc pareil, positif et tout ça simplement en marchant. Mais pas en faisant des marathons, en marchant un peu tous les jours, quoi. En prenant les escaliers, en essayant d'être un petit peu moins sédentaire. Parce que c'était des gens qui étaient vraiment très, très, très enfin très sédentaires et on essayait de voir si, ils allaient réussir à se motiver à marcher et si ça allait avoir un impact sur leur santé. Donc voilà et les conclusions étaient, bah, oui, positives. La plupart ont quand même perdu un peu de poids, mais pas tous. Mais par contre, au niveau de leur métabolisme, on a vu des choses très encourageantes et en plus de ça, les bienfaits de se remettre à la marche, donc on n'est même pas dans du sport, on est vraiment dans de l'activité physique légère. Le simple fait de s'y remettre a produit ses effets. En fait, les effets sont vraiment dès le début, vous avez des effets positifs et après plus vous intensifiez, plus les effets sont bons, hein, ils sont toujours là, mais ils sont un peu moindres. Mais dès le début, dès que vous reprenez un peu la marche, vous avez un effet positif. Donc ça, c'est hyper important de se dire ça. Ça peut motiver aussi de se dire: «Ah bon, je me suis motivée, c'est vrai que j'ai pas beaucoup marché». Oui, mais c'est mieux que rien du tout, en fait. Ça a intérêt, voilà, le petit dessin, ça a intérêt de valoir le coup, cette histoire. Hop, le sport est votre meilleur allié pour perdre du poids. Voilà une phrase souvent rabâchée dans les pages bien-être et nutrition des magazines qui définissent souvent par ailleurs la minceur comme un idéal esthétique à atteindre. Vive les magazines.
Si l'activité physique couplée à un régime alimentaire adapté est certes indiquée lorsque l'on est en surpoids, la relation sport égale perte de poids est plus complexe qu'il n'y paraît. De plus, lorsque l'on se penche sur ce lien, il est un peu réducteur de s'intéresser seulement aux aspects esthétiques. En effet, l'activité physique ainsi que le monde de très nombreuses études scientifiques est avant tout bénéfique pour la santé, notamment la prévention, donc comme on l'a dit plus haut, des maladies chroniques et mentales. Donc vraiment, je trouve aussi très bien qu'ils insistent sur ce point. Enfin, l'objectif esthétique dicté par les magazines, etc. Enfin voilà, si c'est une motivation pour vous, ok, mais il faut pas que ce soit, faut qu'elle soit intrinsèque, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle parte de vous. Si c'est plutôt le poids social qui vous motive, donc dans ces cas-là, ça devient une motivation extrinsèque et en plus qui est pas forcément, je dirais, psychologiquement très bonne, puisque c'est, enfin voilà, la meilleure motivation, c'est celle qui vient de soi-même, hein, ça, il y a pas photo. Donc vraiment, faut trouver, enfin voilà, faut trouver les choses qui vont vous motiver vous et se détacher de juste cet aspect, de cet aspect esthétique parce qu'on est loin en fait vrai, heu, du vrai plus que peut apporter l'activité physique. J'ai pas utilisé le terme sport, en général je l'utilise pas parce que dans le sport, pour beaucoup de personnes, il y a une connotation, avec tout ce qui est, compétition et cetera. Donc moi je privilégie en général plutôt, le terme activité physique, parce que ça me paraît plus juste. Le simple fait de bouger, marcher est une activité physique. Donc voilà, donc trouvez les motivations qui vous sont propres et ça ira beaucoup mieux et voilà. Et n'ayez pas en tête que cet aspect-là. Donc la perte de poids se caractérise non, la perte de poids se caractérise par un déséquilibre de la balance énergétique. Sur le papier, il sera donc simple de perdre du poids. Si les apports caloriques via l'alimentation sont inférieurs à notre dépense en énergie, ce déséquilibre conduit à une perte de masse corporelle. Donc votre corps, il consomme beaucoup, mais vous lui donnez peu, donc bah, forcément, on se dit qu'il va aller prendre dans les réserves. Sur le papier, oui, ça peut paraître logique, sur le papier. Mais que perd-on exactement? Et c'est ça la question à se poser. En fonction de l'activité physique pratiquée et ou du régime choisi, une personne va perdre plutôt en masse graisseuse, tissu adipeux, en masse musculaire, voire en eau. On voit que c'est quand même les trois choses, c'est pas vraiment la même chose. Euh, Forcément, nous, on préférait perdre plutôt en masse graisseuse, mais en fait, bah, est-ce que vous n'allez pas plutôt perdre en muscle ou en eau? Et là, c'est quand même moins intéressant, voire on pourrait dire que ça peut être dangereux. Par exemple, un individu qui jeûne pendant une semaine va perdre de la masse grasse, mais il va aussi perdre en masse musculaire. Donc là, beaucoup moins cool, quoi. Euh, Or, tout l'enjeu pour la santé est de parvenir à perdre en masse grasse, surtout de la graisse viscérale associée à des problèmes cardiovasculaires, tout en préservant la masse musculaire. Donc la masse viscérale, c'est la graisse viscérale, c'est au niveau du ventre, hein, tout simplement, hein. Et c'est vrai que bah, forcément, au niveau du ventre, donc il y a toutes les viscères, donc beaucoup d'organes importants, parce que bah, tout ce qui va être digestion, enfin tous les organes qui servent à la digestion, etc., servent aussi à beaucoup de choses qui sont importantes pour votre métabolisme. Et puis, on a le cœur qui est juste à côté aussi. Donc voilà, c'est pour ça que cet endroit-là est particulièrement important, on va dire. C'est vraiment la concentration de tous les organes, hein. D'ailleurs, on le voit, hein, quand il fait froid, la chaleur va se concentrer, enfin voilà, vos extrémités vont être froides et par contre, le corps va essayer de réchauffer tout ce qui est organes et cerveau, en fait. Les jambes, les bras, c'est pas le plus important, quoi. Donc, différents types d'activités physiques.
Les glucides et les lipides sont la principale source d'énergie pour l'organisme. Donc les glucides, plutôt tout ce qui va être sucre, et les lipides, tout ce qui va être plutôt graisse, gras, voilà, en général. Schématiquement, on peut dire qu'au début d'une session de sport, surtout si on fournit un effort intense, le corps va d'abord consommer, brûler, des glucides, donc des sucres, notamment parce que ceux-ci sont plus rapidement mobilisables par le corps que les lipides. Effectivement, le glucide, il va circuler dans le sang, alors que les lipides, bah, c'est plutôt la forme en fait stockée de votre énergie qui va être là pour les réserves à plus long terme, alors que le glucide, il est directement disponible. Et si jamais il n'est pas utilisé par le corps, c'est là qu'on va le transformer plutôt en gras, en fait. En revanche, plus l'effort physique est long et d'intensité modérée, plus l'on va brûler des lipides pour épargner les réserves de glucides et maintenir une glycémie constante. Oui, parce qu'il est important, la glycémie, il ne faut pas qu'elle soit ni trop haute, donc pas trop de sucre dans le sang, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop basse. C'est pas bon non plus. L'hypoglycémie, donc le fait d'avoir une glycémie trop basse, donc pas assez de sucre dans le sang, on le sait, vous l'avez peut-être vous-même déjà vécu, ça peut conduire à des malaises. Donc voilà, euh, avoir une glycémie stable, c'est ce que le corps va chercher à faire. On parle alors d'oxydation des lipides consécutive à la mobilisation des lipides, lipolyse. Lipolyse, utilisation, destruction de lipides. Parce qu'en général, quand il y a lyse, hein, il y a un côté destruction, hein. Je sais que la butée osseuse que j'avais dans l'épaule, elle s'est auto-lysée. Donc, elle s'est auto-détruite. Voilà, par exemple, pour faire un rapport. Si ça peut vous aider voilà, dans la construction des mots quand vous avez enfin ce terme-là de lise. Donc là, on voit, ce qu'ils nous disent, c'est qu'en gros, si on fait un effort court et intense, on va surtout brûler des glucides, donc du sucre, et on ne va pas les taper dans nos réserves. En revanche, si on fait un effort plus long, même si l'intensité elle est modérée, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à faire le bourrin, on aura le corps va aller plutôt taper dans nos réserves de lipides, donc dans nos réserves de graisse. Donc c'est ça qui va être plus intéressant pour la perte de la masse graisseuse en fait. Par ailleurs, plus on est entraîné, plus le corps est capable d'aller brûler des lipides lorsque l'on fait du sport. On sait que, c'est-à-dire que le corps, il va savoir déjà ce qui l'attend, et du coup, il va direct aller, ah, je sais que c'est là qu'il faut que j'aille taper. C'est ça qui m'attend, tac, je vais directement aller taper dans les lipides. On sait en effet que l'exercice physique induit des adaptations facilitant la mobilisation des graisses par le tissu adipeux et leur oxydation par les muscles locomoteurs. Alors les muscles locomoteurs, c'est tout simplement les muscles qui vont vous faire bouger, hein. C'est, il le précise, bon là, voilà, il le précise que vous avez plein de muscles dans votre corps, certains qui se contractent eux de façon involontaire, vous n'avez pas du tout le contrôle sur eux. Et comme le cœur, par exemple, s'il fallait que vous réfléchissiez pour arriver à faire battre votre cœur, alors ça ne veut pas dire on a des petits leviers quand même voilà, pour essayer d'accélérer ou de ralentir le cœur, mais voilà, on n'a pas à y penser pour que le cœur batte. Il bat tout seul, quoi. Des études ont montré une augmentation de l'oxydation des lipides chez des individus entraînés en endurance par rapport à des contrôles sédentaires lorsque les deux groupes effectuaient un même exercice. Donc là, on voit la différence. Ceux qui ont l'habitude, ils vont direct taper dans les tissus adipeux, alors que les autres, ben, leur corps, il ne sait pas, est-ce qu'il faut que j'utilise des lipides, est-ce qu'il faut que j'utilise des glucides. Donc, il commence par les glucides parce que c'est comme ça qu'on l'a habitué. Et ça vient beaucoup plus tard pour utiliser les lipides.
En outre, il a été montré que proposer un entraînement régulier en endurance avec des exercices d'intensité légère à modérée, effectués sur de longues durées à des personnes en surpoids ou en situation d'obésité, permettait en partie de restaurer les défauts de lipolyse qui sont habituellement constatés chez ces sujets. Donc, défaut de lipolyse, l'organisme ne va pas justement utiliser ses réserves d'énergie dans les lipides, en fait. Il tape uniquement dans les glucides. Donc, il faut réhabituer le corps à aller chercher dans les graisses. Et voilà, et ça demande. Alors, je trouve que c'est souvent des termes compliqués. Ça fait exercice d'intensité légère à modérée. En fait, voilà, c'est juste un exercice tranquille, mais sur une longue durée. Voilà, intensité légère, c'est tranquille. Donc, on voit que la durée aussi de la durée de l'effort est important pour qu'on passe dans cette filière-là, c'est-à-dire d'aller chercher ces fameux lipides. De manière générale, lorsque l'on parle d'exercice physique pour perdre du poids, sauf quand un vilain adénome empêche l'hypophyse de bien réfléchir. Ah oui, 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 ça y est, je oui, quand l'hypophyse débloque, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Alors, l'hypophyse, pour ceux qui ne savent pas, c'est une glande endocrinale qui est enfin, très importante, hein. C'est le complexe hypothalamo-hypophysaire, donc hypothalamus et hypophyse, qui régule pas mal de choses au niveau hormonal et notamment la glycémie et d'autres choses assez importantes dans le métabolisme. Donc effectivement, si l'hypophyse débloque un peu, voilà, c'est un peu la cascade des embêtements pour être gentil derrière. Tout, tout, tout. Oui, c'est ça. De manière générale, lorsque l'on parle d'exercice physique pour perdre du poids, il faut distinguer les exercices d'endurance, donc de longue durée, des exercices de renforcement musculaire. Donc, ils sont plus courts, mais à forte intensité. Si les premiers sont donc plus trop proposés pour mobiliser les réserves lipidiques et brûler les graisses, il est important également de pratiquer des exercices de renforcement musculaire pour préserver sa masse et sa force musculaire. Oui, parce que les muscles, c'est important quand même, hein. Pour les personnes en situation de surpoids et d'obésité, les recommandations visent des programmes d'entraînement composés de 1 à 3 séances d'endurance et 1 à 2 séances de renforcement musculaire afin non seulement de diminuer la masse grasse viscérale, diminution du tour de taille, mais aussi de préserver la masse musculaire. Alors là, il parle d'un programme complet, je pense dans des conditions, particulières, mais déjà se mettre enfin faire de l'activité, dans tous les cas, ce sera bon. Là, on parle de programme d'entraînement et cetera. Hem, alors d'un point de vue de coach sportif, oui, c'est comme ça que nous, on va le concevoir, mais c'est pas comme ça personnellement que moi je le présenterais à quelqu'un qui veut se remettre en activité ou qui veut, se remettre en forme, potentiellement perdre du poids parce que c'est là où il faut peut-être, avoir quelque chose un peu plus, carré quand c'est à des fins, de santé, hein. Hem, mais voilà, ne pas se laisser, n'ayez pas peur des termes, hein. En gros, c'est, faire de l'activité si possible régulièrement, en variant entre quelque chose d'un petit peu plus long et quelque chose de plus court, mais qui va aller taper dans la force musculaire vraiment brute. Par exemple, marcher et, faire, je sais pas, quelques squats chez vous. Voilà, je parle même pas d'aller à la salle, hein, parce que on peut faire beaucoup de choses sans aller à la salle, hein. Donc voilà, l'idée c'est taper dans la masse grasse et en même temps augmenter la masse des muscles. De toute façon, si vous êtes sédentaire, le simple fait de marcher, d'avoir une activité, même si on n'est que sur de l'endurance, vous aurez quand même ce maintien musculaire. Enfin voilà, il y aura quelque chose qui va se passer au niveau des muscles.
et aussi à savoir que, les muscles sont plus lourds que la masse grasse, donc c'est aussi pour ça que parfois on ne voit pas de changement. Parce qu'en fait, le muscle va reprendre sa place et pesant plus lourd, bah oui, vous avez peut-être perdu un petit peu en masse grasse, mais votre muscle, vous avez pris du muscle, donc ça c'est très positif, mais il pèse un petit peu plus lourd, donc vous ne le voyez pas sur la balance. C'est pour ça que la balance, voilà, à prendre avec, pour moi, hein, avec un certain recul, un certain recul. Votre balance ne vous dit pas, sauf certaines balances, assez sophistiquées, ne va pas vous dire, quel est, votre taux de masse grasse et quel est votre taux de masse musculaire. Pour les balances basiques, bien sûr, il y en a qui le font. Or, c'est presque plus ça qui nous intéresse, quoi. Donc voilà. Ouais, un petit coup avant de continuer. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein. Donc les exercices de renforcement présentent aussi un intérêt quand on sait que le principal déterminant de cette dépense calorique au repos est la masse musculaire. Plus on est musclé, plus on dépense d'énergie au repos, ce qui peut s'avérer bénéfique pour la perte de poids. En effet, votre métabolisme de repos, donc vraiment, si vous ne faites rien, même en ne faisant rien, même en dormant, votre corps va consommer de l'énergie. Notamment, enfin, le cerveau consomme notamment beaucoup d'énergie. Mais voilà, les muscles, même au repos, vont consommer de l'énergie. Donc, si vous avez plus de masse musculaire, bah forcément, vous allez consommer plus d'énergie mécaniquement, même sans rien faire. C'est magique. Bon, il faut quand même faire quelque chose pour augmenter la masse musculaire, mais avec cette masse musculaire supplémentaire, vous allez automatiquement consommer plus. Donc, ça peut être bénéfique pour la perte de poids. Il est toutefois noté que tous les individus ne sont pas égaux face à la perte de poids. Et oui, malheureusement, on n'est pas tous égaux. Il existe une certaine hétérogénéité liée à des susceptibilités génétiques qui sont documentées mais pas encore bien comprises. À terme, néanmoins, l'idée est de poursuivre les recherches pour comprendre pourquoi certaines personnes répondent mieux à certains types d'exercices physiques et ou perdent plus facilement du poids. Et oui, il y a des personnes comme ça qui vont plus facilement voilà, perdre du poids et d'autres qui vont aussi malheureusement plus facilement prendre du poids. On n'est pas tous égaux. On a tous, hein, autour de nous des gens qui sont comme ça dans un sens ou dans un autre. Et parfois, quand on regarde, enfin voilà, au niveau alimentaire et même activité, il y a pas forcément de grosses différences. Mais ouais, ça c'est la loterie génétique, hein. Mais bon, encore une fois, on ne connaît pas encore, bien les mécanismes, mais c'est quand même un constat, quoi. Il y a des différences. À l'INSERM, les équipes planchent sur cette question et participent à un projet européen qui vise le développement d'une médecine de précision prenant en compte l'hétérogénéité des individus dans la prise en charge de l'obésité. Des études de médecine de précision ont déjà montré l'intérêt d'individualiser les programmes nutritionnels pour la prise en charge de l'obésité et de ses complications. J'ai été très musclée, mais toujours recouvert d'une pellicule de graisse plus ou moins importante, sûrement à cause de l'adénome. C'est sûr que l'adénome au niveau de l'hypophyse, ouais, doit jouer son rôle, quoi. Après, je ne sais pas comment sont les gens de ta famille. Peut-être qu'ils sont aussi comme ça. Enfin voilà, en général, il y a toujours une part de loterie. Après, on a tous de toute façon du gras. Enfin, et voilà, d'avoir de la masse graisseuse, c'est normal. Après, c'est toujours le rapport. Il faut que ce soit dans un rapport qui soit équilibré, quoi. Mais oui, oui, la génétique fait beaucoup et en plus, oui, avec le problème à l'hypophyse, ça n'aide pas. Et j'avais un truc, je voulais préciser un truc, mais
Ah oui, le fait de l'intérêt d'individualiser les programmes. Là, on parle, programme nutritionnel et cetera, on parle dans le cadre de la perte de poids, mais au final, quand on y réfléchit bien, la prise en charge de n'importe quelle, personne, que ce soit, dans un cadre de se remettre à l'activité sportive ou dans le cadre de soins, devrait, dans l'idéal, être individualisée, puisqu'on est tous différents. Je commence à poser des petits cailloux, vers le le petit docu qui va suivre où on en parle un petit peu. Donc, c'est avant tout une affaire de santé. Au-delà du simple objectif de perte de poids, il faut surtout rappeler que l'activité physique est une affaire de santé. De nombreuses études ont bien montré que les personnes actives vivent plus longtemps en bonne santé. L'activité physique couplée à un régime équilibré a des effets bénéfiques sur les paramètres cardiovasculaires, le profil métabolique, donc c'est ce dont on parlait du taux de glycémie, par exemple, dans le sang, donc du sucre dans le sang qui est plus stable et plus normal. On n'est pas en hyperglycémie, donc avec un excès de sucre. Parce que l'hypoglycémie, c'est pas bon, on n'a pas assez d'énergie, mais l'hyperglycémie, c'est pas bon non plus puisque, en gros, bah, imaginez, vous avez beaucoup de sucre dans le sang. Alors je vais prendre une image qui est, voilà, souvent utilisée. En gros, imaginez que votre sang devient du caramel et dans vos artères, c'est pas très bon, quoi. Ça va avoir tendance à se boucher, à moins bien circuler, enfin voilà. On est voilà, hyper, c'est pas bien. Donc avoir une glycémie, on va dire normale dans la fourchette moyenne, c'est le mieux, c'est le mieux. Mais dans le profil métabolique, on a aussi tout ce qui va être cholestérol et d'autres indicateurs de santé, qui se font enfin, via une prise de sang, en fait. La prévention des maladies chroniques et des cancers et cetera. Maladie chronique, bah, effectivement, le diabète, par exemple, est une maladie chronique. Les troubles cardiovasculaires, souvent, on va être dans la maladie chronique aussi, enfin, en tout cas, des maladies qui vont nécessiter un suivi pour éviter de rentrer dans des complications, justement. Donc voilà. Et le cancer aussi, on sait que, l'activité physique alors, j'ai dû mettre l'article, sur le Discord justement, sur cet article qui parle de, sport, activité physique et cancer, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a une corrélation entre le fait, voilà, enfin, il est dit que, l'activité physique est bonne, pour, notamment lutter, contre le cancer. Voilà, ça a plein de bénéfices. Des travaux indiquent même des bénéfices pour prévenir les maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson ainsi que les troubles anxio-dépressifs. L'activité physique, ça va déclencher tout un tas de choses dans votre corps, libérer voilà, un certain nombre d'hormones du bonheur, enfin voilà, plein de choses qui vont se passer, qui vont forcément avoir un impact aussi sur votre bien-être physique, certes, mais aussi mental. Donc, ce qui est important aussi, voire, enfin voilà, pour moi, je dirais que c'est même aussi important. Donc, voilà, c'est des choses à pas négliger. Hem, Après, je rentrerai pas dans le détail pourquoi dans les maladies neurodégénératives et cetera, je ne voudrais pas je voudrais pas dire de bêtises. Donc, donc voilà, ce serait à creuser. Mais bon, forcément, courir, s'activer, on va activer voilà, plein de systèmes, dont les systèmes nerveux. Est-ce que ça vient de là? Je ne sais pas, mais voilà. Le fait est que c'est un constat qui est fait. Donc voilà pour ce premier article qui était un rattrapage et il y a un deuxième article qu'on va lire rapidement. Heu, donc le deuxième article, que j'avais, mis de côté, en fait, qui est un article que j'appelle
entre guillemets «râlage». C'est-à-dire que je trouve le titre et ce qui est dit plus ou moins trompeur si on ne prend pas du recul par rapport à ce qui est dit. Donc je vous montre cet article, qui est un article qui est paru dans Science et Vie et qui dit: «Faire des pauses lors d'une marche permet de dépenser plus d'énergie selon une étude». Alors, je vais je sais plus s'il est très long ou pas. Ah oui, quand même. Ah oui, ils sont quand même un peu lâchés. Je vais essayer de le lire assez rapidement pour vous donner plus ou moins, in fine, ça me paraît quand même bizarre. Quand tu y réfléchis, il y a une certaine logique, mais notamment en ayant lu ce qu'on vient de lire avant, on se rend compte que de marquer ça et de présenter ça comme ça, c'est complètement, désolé, c'est complètement con. Heu, ça, enfin, je vais lire et puis on va en discuter, on va en discuter en fonction de ce qui a été dit. Parce que je l'ai déjà lu, mais c'était il y a un moment. Donc, la marche à pied présente de nombreux bienfaits pour la santé. Elle peut entre autres aider à contrôler son poids. On en revient toujours, il pense que marcher, c'est forcément pour contrôler son poids. Donc là, pareil, on rentre dans ce que dénonçait l'article qu'on vient de voir de l'INSERM, qui disait mais faut pas se fixer là-dessus. C'est pas, enfin, si vous marchez, enfin voilà, il y a plein de choses qui vont se passer dans votre corps qui sont bonnes et c'est pas uniquement pour le poids et il peut même ne pas y avoir de perte de poids selon ce que vous faites et c'est tout à fait normal. Mais ça veut pas dire que c'est pas bon pour la santé. Au contraire. La manière dont on marche va évidemment influencer l'ampleur de cette dépense énergétique. Une étude suggère de faire plusieurs pauses pour brûler davantage de calories, donc davantage d'énergie. Mais le truc, on a bien vu qu'il y avait deux ressources, les glucides et les lipides. Et je crois que cette étude ne fait pas la différence. Francesco Luciano, désolé, j'ai pas forcément, je ne parle pas italien, mais j'espère que l'accent vous aura plu. Et son équipe ont étudié l'impact de la marche sur le métabolisme en recrutant 10 volontaires pour des tests sur tapis roulant. Bon, si ça fait rire, c'est déjà ça. Rire, c'est bon pour la santé. Euh, déjà, 10 volontaires, bon, 10 personnes seulement, et sur tapis roulant. Donc pareil, le tapis roulant, c'est une bonne alternative, pourquoi pas, mais bon, voilà, ça. Les résultats montrent que des pauses fréquentes pendant la marche augmentent la consommation d'oxygène et la dépense énergétique, brûlant ainsi plus de calories. Intégrer de courtes séances de marche dans la routine quotidienne peut améliorer la santé, surtout pour les personnes sédentaires ou à mobilité réduite. Ça, dans tous les cas, c'est vrai. Même des courtes séances, même un peu, c'est bon pour la santé. Ça, pour le coup, c'est validé. Il n'y a pas de souci, on est d'accord. Donc là, ils vont rappeler, ils redisent exactement la même chose, hein, de mémoire que que le truc. Une nouvelle étude suggère que, enfin, ouais, d'accord. La plupart des études sur le coût métabolique de la marche, donc c'est-à-dire quelle énergie notre corps va dépenser pour marcher, soit l'énergie nécessaire pour pratiquer cette activité, voilà, on fait tous les deux la traduction, repose sur des données collectées auprès de personnes qui se trouvaient dans un état métabolique stable. Je repose sur des données qui, près de, oui, qui n'avaient pas de soucis métaboliques, quoi, qui n'avaient pas des variations fortes dans leur métabolisme, quoi. Le métabolisme englobe les processus qui transforment les nutriments en énergie. Le métabolisme de base correspond à l'énergie qu'un organisme dépense au repos, à jeun et dans des conditions de thermoneutralité. Donc, c'est-à-dire à température constante. Votre corps ne va pas trop lutter pour conserver sa température interne à 37 degrés, quoi. Voilà, il est bien. Cette énergie minimale lui permet d'assurer ses fonctions vitales: activité cardiaque et cérébrale, respiration, digestion et maintien de la température corporelle. Et parce que c'est vrai que ça, on a tendance à l'oublier, hein, lutter contre le froid, ça nous fait dépenser plus. C'est d'ailleurs souvent pour ça, si jamais vous avez, enfin,
Je ne sais pas si vous avez, soit vous êtes parti au sport d'hiver, soit que vous avez regardé des reportages sur des gens qui partent dans voilà, des périples dans le froid. Ils parlent bien de leur, repas et de leur rapport en calories qui doit être supérieur à ce qu'ils mangent même quand ils font ce genre de choses, mais enfin, ce genre de périple dans des endroits où il fait pas aussi froid. Vraiment le corps va utiliser beaucoup d'énergie pour lutter contre le froid. Il existe également le métabolisme postprandial lié à la digestion et le métabolisme lié à l'exercice physique ou intellectuel. Un état métabolique stable au cours d'une activité physique signifie que le rythme cardiaque est constant, que la production et la consommation d'énergie sont équilibrées. Ok, donc on est sur un rythme de croisière, quoi. Un peu comme un véhicule roulant à vitesse de croisière. Et on s'arrête, il dit la même chose. Cependant, chez les animaux à pattes, la plupart des épisodes de marche sont trop courts pour atteindre l'état stable, soulignent les auteurs d'une étude. Ok, donc ils font le comparatif avec en gros les animaux qui eux n'ont que des exercices entre guillemets courts, mais qui seraient plus intenses, qui sont courts. Est-ce que l'intensité est pris en compte? Une dépense d'énergie maximale en début d'exercice. Francesco Luciano, chercheur à l'Université de Milan, et ses collègues ont souhaité examiner plus en détail les besoins en oxygène et énergie de différents types de marches. Ok, donc il veut quand même regarder un peu comment ça se passe en fonction de la marche qu'on pratique. Ils ont notamment étudié la façon dont la durée de l'activité affecte le coût métabolique de la marche avec une puissance mécanique, une intensité métabolique, une durée variable. Donc, la puissance mécanique, je dirais, c'est par exemple la vitesse de marche ou le fait d'avoir peut-être plus un plan incliné ou pas. L'intensité métabolique, c'est votre corps qui va avoir besoin de fournir plus d'énergie et la durée plus ou moins longue, quoi. Donc pour ce faire, ils ont recruté 10 volontaires en bonne santé qu'ils ont suivis pendant qu'ils s'entraînaient sur un stepper, reproduisant les mouvements d'une montée d'escalier et un tapis roulant. Ouais, le stepper, c'était une grande mode à une époque. On en entend un peu moins parler maintenant, mais ça a été très très à la mode. Les participants devaient réaliser les exercices à différentes vitesses, donc de 0,20 mètres par seconde à 1,39 mètres par seconde. Je vous laisse faire les calculs pour savoir à combien ça équivaut en kilomètres heure, mais de mémoire, ah là là, du coup, je peux pas m'empêcher d'essayer de le faire. De mémoire, je crois que le maximum, c'était genre 5 kilomètres heure, je ne sais plus. Et j'ai pas mon téléphone sous la main parce que mon téléphone est en train de filmer le chat. Donc, si quelqu'un veut faire le calcul et mettre le résultat dans le, dans le chat, n'hésitez pas. Ça doit faire un certain chiffre. Ok, merci, Colibrigan. Certainement, hein, supérieur à 0,20 et à 1,39, ça pour sûr. mais mais c'est tout. Non, mais voilà. Enfin, en gros, ça reste des vitesses de marche, hein. On les a pas fait courir non plus, hein. Ça peut être une marche rapide, mais ça reste des vitesses de marche. Et j'avais fait le calcul, mais j'ai oublié. Donc la durée des exercices variait entre 10 secondes et 4 minutes. L'absorption d'oxygène a été intégrée dans le temps et divisée par la durée de l'effort pour obtenir l'absorption moyenne. Ok, donc tu regardes la consommation totale d'oxygène, tu divises par le temps de l'exercice, du coup, tu as une consomme moyenne d'oxygène. Si je me trompe dans le chat, dites-le moi. Mais il me semble que c'est ça, quoi. Enfin, oui, l'absorption, la consommation. Donc, les chercheurs ont constaté qu'il fallait plus d'énergie au début de chaque marche que plus tard au cours de l'exercice. En effet, pour se mettre en mouvement et s'échauffer, le corps a besoin de plus d'énergie.
Cette dépense énergétique diminue lorsqu'il est en mouvement depuis un moment et atteint sa vitesse de croisière. C'est comme avoir une voiture, il faudrait presque le faire avec l'accent de Luciano. C'est comme avoir une voiture qui consomme plus de carburant pendant les premiers kilomètres qu'après. Donc son accent, ça donne, qui était un très mauvais accent italien, une catastrophe. Ça donne qu'en gros, oui, au tout début, quand vous démarrez la voiture, il y a une surconsommation de carburant et puis ensuite, non, il n'est pas d'origine italienne, je suis bretonne. Non, non, mais enfin, j'aime bien les accents et c'est même, ça peut me jouer des tours, non pas, enfin, parce que en fait, je me rends pas forcément compte quand je suis en présence de personnes qui ont un accent. Il peut m'arriver sans que je m'en rende compte, ou pas tout de suite, de prendre leur accent et c'est vraiment pas volontaire. Donc je m'en méfie et parfois même je préviens parce que j'ai pas envie que les gens pensent que je me moque d'eux. C'est plus fort que moi. Je peux pas, ouais, c'est compliqué. Ça a failli me me poser, 1 ou 2 soucis, mais bon, à chaque fois ça s'est bien fini. Il y a une fois, je me suis même, j'avais même pas remarqué que la personne avait un accent, puis j'ai commencé à prendre l'accent belge et je comprenais pas pourquoi, alors que j'étais en France, hein, il y avait aucune raison et en fait, j'ai compris après, qu'en fait, si, j'avais bien entendu l'accent belge, un des kinés, venait de Belgique, en fait. Mais heureusement que je m'en suis rendu compte et que je me suis arrêtée, assez rapidement, quoi. Mais oui, oui, c'est c'est voilà. Mais là, j'avoue que j'ai même pas entendu l'accent italien, c'est sorti tout seul. Après l'italien, on a l'accent, la mama, on a l'accent. Puis j'ai fait un peu d'espagnol aussi. Faut pas que je dise ça, les Italiens vont m'en vouloir. C'est pas pareil. Donc concrètement, les expériences ont montré que marcher ou monter des escaliers par période de 10 à 30 secondes nécessitait 20 à 60 d'oxygène de plus que de parcourir la même distance en une seule séance continue. Or, plus on consomme d'oxygène, plus l'on brûle des calories pour produire de l'énergie. Et là où on n'a pas l'info, oui, on brûle de l'énergie, mais est-ce qu'on brûle des glucides ou les fameux lipides? Parce qu'au fond, c'est ça qui nous intéresse. Et en général, effectivement, sur la période courte, votre corps va aller chercher ce qui est facile à utiliser, donc c'est-à-dire les glucides. Mais utiliser glucides, bah, ça va potentiellement peut-être vous amener en hypoglycémie, mais ça va pas vous faire, si vous faites que voilà, des petits efforts comme ça hyper courts, vous n'allez pas aller chercher les fameux lipides qui nous intéressent. Donc en fait, c'est là où je trouve heu, qu'ils peuvent porter à confusion, hem quand on n'a pas la bonne clé de lecture, qu'on n'a pas lu, par exemple, l'article qu'on vient de lire qui fait bien la différence entre l'utilisation des sucres et l'utilisation des graisses. Et nous, on veut taper dans les graisses. C'est ce qui nous intéresse, nous. Donc, un corps qui devient plus efficace, mais qui dépense moins d'énergie. Alors, oui, mais il dépense les énergies là où on veut qu'il les dépense, c'est-à-dire dans les graisses. Bref. Dans toutes les conditions, les efforts plus courts entraînaient une consommation d'oxygène. Donc en fait, c'est ça aussi sur laquelle ils se sont fixés, vraiment la consommation d'oxygène. Après, la relation avec le fait de brûler plus de calories, elle n'est pas fausse. Mais voilà, il manque quand même cette donnée-là. Donc, entraîner une consommation d'oxygène et un coût métabolique moyenné dans le temps plus important, rapportent les chercheurs. En revanche, à mesure que la durée de l'effort augmentait, ces paramètres se rapprochaient des valeurs de l'état d'équilibre. Comme on disait, on est sur le rythme de croisière. Mais c'est là où le corps va justement s'adapter et arrêter de taper uniquement dans ses ressources énergétiques très rapidement disponibles, donc c'est-à-dire les sucres. Et c'est quand il aura atteint ce rythme de croisière qu'il va commencer à taper au niveau des graisses. Et ça, ils ne le disent pas, ça. Je crois pas qu'ils en parlent à un seul moment, hein. Enfin, de mémoire.
Lorsque nous commençons à marcher, il se peut que nous encourions des coûts fixes au début du trajet. Par analogie, la conduite d'une voiture nécessite du carburant pour démarrer le moteur ou sortir la voiture du garage. Et après, on est plutôt sur la lancée, sur l'inertie du moteur et du coup, on va moins consommer. En partant du repos, une quantité importante d'oxygène est consommée simplement pour pouvoir commencer à marcher. Ce coût est supporté indépendamment du fait que l'on marche ensuite pendant 10 ou 30 secondes, de sorte qu'il pèse proportionnellement plus lourd pour les périodes plus courtes que pour des périodes plus longues. Oui, si on prend forcément, si par exemple vous dépensez 10 au départ et qu'après vous dépensez un on va dire par minute, heu, bah, c'est sûr que du coup, si vous faites que 3 minutes, vous aurez dépensé 13, donc forcément le coût de départ est vachement important. Mais si vous faites 1 heure, derrière, bah, oui, le rapport, sera un peu moins important de cette, consommation énergétique, on va dire. Donc voilà, mais encore une fois, il ne fait pas la différence dans quelles, sources d'énergie sont utilisées au départ et c'est ça, en fait, c'est ça qui fait, j'ai envie de dire, toute la différence. C'est ça qui fait toute la différence. Si vous cherchez à faire baisser, votre glycémie, peut-être que c'est ce qu'il faut faire. Mais, si vous cherchez, plus à faire baisser votre masse graisseuse, bah, là, ouais, en fait, vous allez être déçus, quoi. Donc, les expériences ont montré par ailleurs au début de l'exercice, ça y est, il parle italien maintenant, qu'au début de l'exercice, le corps humain est le moins performant pour convertir l'oxygène et l'énergie produite en mouvement efficace. Oui, au début, normal, le corps, il est là, attends, qu'est-ce qu'on fait? On part en mouvement, hein, et du coup, il n'est pas efficace. Puis une fois qu'il a compris ce qui se passait, c'est comme vous au réveil, il faut d'abord, waouh, et je me réveille, j'allume la lumière, j'ouvre les yeux, voilà, on y va étape par étape et forcément, il y a une petite inefficacité dans l'utilisation de l'énergie, quoi. Mais ceci s'améliore à mesure que l'individu avance dans leur foulée. En effet, après plusieurs minutes de marche, l'organisme parvient à optimiser la production et la consommation d'énergie. Il revient ainsi à un état d'équilibre et travaille plus efficacement. Au final, c'est pas plus mal, hein, de travailler efficacement aussi, hein. S'épuiser bêtement, c'est pas très agréable non plus, hein. Cette étude met en lumière les bienfaits pour la santé jusqu'alors sous-estimés de brèves promenades et montées d'escalier. Les personnes sédentaires pourraient tirer un grand bénéfice de ces exercices en les intégrant dans leur quotidien, mais même chose pour les personnes qui n'arrivent pas à caser de longues séances en club ou en salle de sport dans leur emploi du temps. Ça, de base, comme je disais tout à l'heure, on est d'accord. Même un tout petit peu d'exercice, une petite promenade, monter des escaliers, privilégier l'escalier plutôt que l'ascenseur, ce sera positif pour la santé. Le tout, enfin, le moindre effort supplémentaire par rapport à ses habitudes, qui n'est pas besoin d'être non plus énorme, sera positif pour la santé. Ça, on est d'accord. Mais et je trouve que le message de fond, il est pas tip top, quoi. Parce que si on ne lit que ça, on se dit: «Bah, je vais faire plein de petits efforts, et je vais dépenser beaucoup d'énergie, donc je vais dépenser beaucoup de calories, donc je vais perdre du poids». Vous risquez plus, je pense, de faire une hypoglycémie. Après, je peux me tromper. Encore une fois, je suis orthoprothésiste, je suis pas, médecin, mais on a lu juste avant un article qui nous disait bien qu'au début d'un exercice, on utilise les fameux glucides, donc les sucres, parce qu'ils sont facilement disponibles, alors que ce qu'on a envie d'aller chercher, c'est les lipides, donc la masse graisseuse, qui eux, sont entre guillemets «accessibles» pendant l'effort, à partir d'un certain temps d'effort, en fait. C'est pas forcément l'intensité de l'effort, au contraire, c'est plutôt le temps de l'effort. Donc pour aller chercher ça, il faut avoir un effort un peu plus long, et on a vu aussi qu'avec l'habitude, le corps va aller plus rapidement chercher les lipides. Donc même a avec l'habitude,
Imaginons qu'au bout de 10 minutes, vous allez taper dans les lipides, bah, avec l'habitude, peut-être que ce sera au bout de 5 minutes, voire moins. Donc pareil, l'entraînement sur ces temps un peu plus longs est important. Vers des programmes de réadaptation plus efficaces. Ces résultats expliquent également les améliorations de la condition physique observée par la pratique du snacking, une tendance fitness de plus en plus populaire. Attention, rien à voir avec le grignotage. C'est l'activité physique qui fait ici office de collation. Le principe, une courte séance d'exercice de 30 secondes à 2 minutes chez soi ou au travail sans matériel ni échauffement. Le tout sans trop transpirer. Dans tous les cas, encore une fois, hein, je sais que je radote beaucoup, mais le moindre petit début d'exercice est bon, sera positif dans tous les cas. Et de toute façon, on va conseiller, sans même forcément appeler ça des exercices, on va même peut-être parler juste de bouger, ou de s'étirer. Si vous travaillez par exemple en bureau, on va vous conseiller quand même régulièrement ou dès que c'est possible de, vous lever, de faire un petit peu des étirements, voilà, de bouger un petit peu parce que cette position fixe comme ça continue n'est pas bonne dans tous les cas. Et pareil, hein, dans le dernier reportage qu'on a vu, il disait bien que même, la marche, même une activité régulière, ne va pas compenser ces positions prolongées. Ça ne compense pas complètement. Donc l'idéal, c'est de pouvoir quand même penser à régulièrement se lever, bouger un peu. 30 secondes, 2 minutes, hein, c'est rien du tout, hein. C'est vraiment rien du tout, hein. Ces collations sportives effectuées tout au long de la journée peuvent être plus bénéfiques qu'une séance d'1 heure de sport réalisée après une journée passée en position assise. Parce que justement, on va éviter d'avoir toute une journée, tout un temps très long dans la même position. Le corps est fait pour bouger, hein, de façon de base, hein. Il n'est pas forcément fait pour être assis et encore moins assis pendant des périodes très très longues. Elles peuvent prendre des formes diverses, monter les escaliers rapidement, faire des jumping jacks, des pompes, des squats, des burpees, des fentes, etc. On se croirait à la salle dans un cours de fitness. Oh my god. L'objectif est d'accélérer rapidement son rythme cardiaque sur une très courte durée. Ces exercices sont bien entendu réservés aux personnes en bonne santé. Oui, si vous voulez vous lancer dans ce genre de choses, il vaut mieux savoir si vous pouvez ou pas. Malheureusement, de nombreuses personnes ne sont pas capables de bouger comme elles le souhaiteraient, ne serait-ce que marcher plusieurs minutes d'affilée. Ces individus qui souffrent de troubles musculo-squelettiques ou de problèmes de mobilité pourraient néanmoins tirer profit de l'étude de Francesco Luciano et de ses co-auteurs. Leurs travaux pourraient en effet aider à concevoir des programmes de réadaptation plus efficaces pour des personnes à mobilité réduite, comme les personnes âgées ou obèses, ou encore celles qui ont subi un accident vasculaire cérébral. Enfin, oui. Oui, 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 c'est sûr que mais en fait, c'est que le résultat de l'étude me paraît pas très surprenant, en fait. C'est pour ça que je suis étonnée que ça soit présenté comme une découverte qui change la donne, quoi. Et encore une fois, ça peut être intéressant d'en tenir compte, mais du coup, c'est vrai que dans ces cas-là, ça va être plus dur, c'est pas impossible, mais ça va être plus dur d'aller recruter les fameuses graisses qui sont, plutôt l'énergie du temps long, quoi. Si nous voulons concevoir des programmes visant à promouvoir l'activité physique ou l'exercice physique auprès de ces personnes, nous devons repenser la manière d'estimer leurs besoins énergétiques et de nous y adapter. Comprendre les besoins énergétiques de brèves séances de marche pourrait nous aider à promouvoir l'activité physique de manière plus inclusive. Et c'est pas faux, Luciano. C'est pas faux. Euh, que penser de cet article? Je suis, comme je vous dis, étonnée parce que pour moi, j'ai pas l'impression que ce soit une grosse révélation que on consomme plus d'énergie au début.
Encore une fois, le problème, c'est, cette énergie, qu'on dépense, c'est principalement, des glucides, donc du sucre. Salut Arcator, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Hem, donc après, consommer ce sucre chez des personnes notamment, par exemple, qui vont avoir du diabète, avoir des problèmes de régulation, de leur taux de sucre, là, ça peut être intéressant, pour faire baisser une hyperglycémie potentielle.